Imagine un instant que tu poses ta main sur ta poitrine, juste là, au centre. Tu sens quelque chose, ce léger battement, cette chaleur, cette présence discrète mais constante, c'est ton cœur. Et autour de lui, depuis des années, des émotions se sont accumulées comme des couches de sédiments. Certaines douces, d'autres lourdes, d'autres encore que tu ne sais pas très bien nommer. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te retrouves ici parce que ces émotions t'ont parfois dépassé, parce que tu as réagi d'une façon que tu n'avais pas prévue, parce que tu t'es senti emporté par une vague que tu ne comprenais pas tout à fait. Et tu t'es demandé, peut-être avec un peu de honte, peut-être avec beaucoup de fatigue, pourquoi suis-je aussi émotif? Pourquoi est-ce que je ressens tout si fort? Je voudrais d'abord te dire quelque chose d'important, quelque chose que j'aurais aimé entendre moi-même bien plus tôt dans ma vie. Ressentir intensément n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas une preuve que tu es instable ou difficile à vivre. C'est simplement une façon d'être au monde. Une façon qui a ses forces et ses défis, comme toutes les autres, mais il est vrai que lorsque les émotions prennent trop de place, lorsqu'elles colorent chaque décision, lorsqu'elles t'empêchent de dormir, de parler, d'agir, alors elles ne te servent plus, elles te gouvernent. Et c'est là que quelque chose doit changer, non pas pour devenir insensible, non pas pour construire une armure autour de toi, mais pour apprendre à habiter tes émotions plutôt que d'en être habité. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ensemble, au fil de ces 8 leçons, nous allons explorer comment l'esprit fonctionne, comment les émotions naissent, comment elles s'emballent et surtout comment tu peux reprendre doucement, patiemment, les rênes de ta vie intérieure, pas en luttant contre toi-même, pas en te forçant à ressentir autrement, mais en comprenant. Parce que comprendre, c'est déjà transformer, alors installe-toi confortablement, prends une respiration et laisse-toi accompagner. La première leçon que je veux partager avec toi s'appelle comprendre ce que sont vraiment les émotions. Parce que nous vivons avec elles depuis notre naissance, mais nous les comprenons rarement. Nous les subissons, nous les fuyons, nous les amplifions, mais nous les comprenons peu. Une émotion, dans sa nature la plus profonde, est un signal. C'est le système d'alarme le plus ancien que l'évolution ait jamais conçu. Avant même que nous ayons des mots pour penser, nous avions des émotions pour survivre. La peur nous disait fuis ou cache-toi. La colère nous disait défends-toi. La tristesse nous disait quelque chose d'important a été perdu, prends le temps de t'en remettre. La joie nous disait approche, reste, répète. Ces signaux étaient vitaux. Ils l'ont été pendant des millénaires, mais voilà le problème, notre cerveau émotionnel n'a pas beaucoup évolué depuis la préhistoire et lui, ce cerveau ancien, il ne fait pas la différence entre un tigre qui t'attaque et un email de ton chef qui te demande un compte rendu pour demain matin. Pour lui, c'est pareil. C'est une menace et il réagit en conséquence. C'est pour ça que tu peux avoir le cœur qui s'emballe avant une réunion importante. C'est pour ça que tu peux fondre en larmes devant une critique anodine. C'est pour ça que tu peux ressentir une colère disproportionnée face à une petite contrariété. Ton cerveau archaïque, ce cerveau émotionnel, a activé son protocole d'urgence. Et ton cerveau rationnel, celui qui raisonne, qui nuance, qui relativise, il n'a pas eu le temps d'intervenir. Comprendre cela, c'est déjà libérateur. Parce que ça veut dire que tu n'es pas fou, tu n'es pas excessif sans raison, tu es simplement humain avec un cerveau qui fait son travail, parfois un peu trop bien. J'ai rencontré dans ma pratique une femme, appelons-la Marie, qui venait me voir parce qu'elle se mettait à pleurer chaque fois que son mari lui faisait une remarque sur la façon dont elle rangeait la cuisine. Elle en avait honte, elle se disait « je suis ridicule ». C'est une cuisine, pas une catastrophe. Mais quand nous avons exploré ensemble ce qui se passait en elle dans ces moments-là, nous avons découvert que ces remarques réveillaient en elle quelque chose de bien plus ancien, une mère très critique, une enfance où elle ne se sentait jamais à la hauteur, son cerveau émotionnel ne répondait pas à son mari, il répondait à une blessure vieille de 30 ans.
Voilà ce que font les émotions, elles portent du passé dans le présent. Et tant que nous ne comprenons pas cela, nous sommes condamnés à réagir sans comprendre pourquoi. La première chose que je t'invite à faire, c'est donc d'observer tes émotions avec curiosité plutôt qu'avec jugement. La prochaine fois que tu ressentiras quelque chose d'intense, au lieu de te dire je n'aurais pas dû réagir comme ça, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette émotion essaye de me dire? De quoi me prévient-elle? À quoi me renvoie-t-elle? Ce simple changement de perspective peut tout changer parce que tu passes du statut de victime de tes émotions à celui d'explorateur de ta vie intérieure. Passons maintenant à la deuxième leçon qui est intimement liée à la première, l'importance de nommer ce que tu ressens. Il existe en psychologie un concept que j'aime beaucoup parce qu'il est à la fois simple et profond. On l'appelle la lexithymie. C'est l'incapacité à identifier et à mettre des mots sur ses émotions. Et même si peu de gens en souffrent de façon clinique, nous avons tous, à des degrés divers, du mal à nommer précisément ce que nous ressentons. Pense à la dernière fois où tu t'es senti mal. Pas physiquement, émotionnellement, aurais-tu pu dire exactement ce que tu ressentais? Était-ce de la tristesse, de l'inquiétude, de la déception, de la honte, de la solitude, de la frustration? Ou était-ce simplement un grand flou, un inconfort diffus que tu aurais du mal à décrire? Les recherches en neurosciences sont fascinantes à ce sujet. Elles montrent que le simple fait de nommer une émotion, de lui donner un mot, réduit son intensité. Quand tu dis je ressens de la colère, ton cerveau préfrontal, le siège du raisonnement, s'active légèrement et cette activation suffit à atténuer un peu le feu du cerveau émotionnel. Les mots ont un pouvoir régulateur. Ils ne suppriment pas l'émotion, mais ils lui donnent un contenant. Et un contenant, c'est déjà une forme de contrôle. J'aime beaucoup cette image. Imagine que tes émotions sont de l'eau. Si elles sont partout sur le sol, dans toutes les directions, tu glisses, tu tombes, tu ne sais plus où poser les pieds. Mais si tu les mets dans un verre, dans un bol, dans un récipient avec un nom, alors tu peux les tenir, tu peux les regarder, tu peux même choisir ce que tu vas en faire. Nommer une émotion, c'est lui donner un récipient. Je t'invite donc à développer ce que j'appelle ton vocabulaire émotionnel. Ce n'est pas une pratique réservée aux thérapeutes ou aux poètes, c'est une compétence de vie accessible à tous. Tu peux commencer très simplement. Le matin ou le soir, prends 30 secondes. Pose-toi la question, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Et essaye d'aller au-delà de bien ou pas bien. Cherche un mot plus précis. Fatigué, mais serein. Inquiet, mais confiant. Triste, mais soulagé. Les émotions se mélangent souvent et les nommer avec nuance, c'est déjà les apprivoiser. Si ce contenu t'aide, pense à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Nous n'en sommes qu'au début de ce voyage et il y a encore beaucoup à explorer. La troisième leçon est peut-être l'une des plus importantes et aussi l'une des plus contre-intuitives. Elle concerne notre relation à l'inconfort émotionnel. Et la leçon, la voici, ce que tu fuis de contrôle, ce que tu acceptes de regarder en face, commence à perdre son emprise sur toi. Nous vivons dans une culture qui valorise le bonheur permanent, qui nous dit que les émotions négatives sont des problèmes à résoudre, des bugs à corriger, des obstacles à surmonter. Et face à cette injonction, nous développons des stratégies d'évitement. Certains mangent trop, d'autres travaillent trop, d'autres encore s'abrutissent devant des écrans, cherchent des distractions, remplissent chaque silence pour ne pas entendre ce qui gronde en eux. Et ces stratégies fonctionnent sur le court terme. Elles s'anesthésient, elles distraient, mais elles ne règlent rien. Parce que l'émotion, elle attend, elle est patiente, elle sait que tu reviendras. Et souvent, quand tu reviens, elle est plus grosse qu'avant. Il y a une métaphore que j'utilise parfois avec mes patients. Imagine que tu as un ballon sous l'eau. Tu appuies dessus de toutes tes forces pour le maintenir immergé. Tu dépenses énormément d'énergie.
Et tant que tu appuies, il reste en dessous. Mais si tu relâches la pression une seconde, il remonte à la surface avec une force proportionnelle à l'effort que tu as mis à le garder sous l'eau. C'est exactement ce qui se passe avec les émotions refoulées. La solution n'est pas d'appuyer plus fort. La solution, c'est d'apprendre à laisser le ballon remonter doucement dans un espace sécurisé, à ton rythme. En thérapie cognitive et comportementale, mais aussi en pleine conscience, on parle de ce qu'on appelle l'acceptation. Et je veux être très clair sur ce que ce mot signifie, parce qu'il est souvent mal compris. Accepter une émotion ne veut pas dire l'approuver. Ça ne veut pas dire se résigner, ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec ce que tu ressens ou que tu renonces à changer quoi que ce soit. Accepter, c'est simplement reconnaître ce qui est. C'est dire, en ce moment, je ressens de la peur. Je ne la combats pas, je ne fuis pas, je la laisse être là comme un nuage dans le ciel. Et ce qui est remarquable, c'est que lorsque tu fais cela, lorsque tu cesses de lutter contre l'émotion, elle commence souvent à se dissoudre d'elle-même parce que c'est la résistance qui lui donne sa force. Pas l'émotion elle-même. Je pense à un homme que j'ai accompagné, appelons-le Thomas. Il avait une peur intense des espaces clos. Chaque fois qu'il devait prendre l'ascenseur, il sentait la panique monter et pendant des années, il avait évité. Il prenait les escaliers, même au 10e étage, il refusait certains emplois, certaines invitations, sa vie rétrécissait autour de cette peur. Quand nous avons commencé à travailler ensemble, je ne lui ai pas demandé de supprimer sa peur. Je lui ai demandé d'apprendre à la regarder, à la sentir dans son corps sans s'en enfuir et progressivement, doucement, la peur a perdu de son pouvoir, non pas parce qu'elle avait disparu, mais parce que Thomas avait appris qu'il pouvait la traverser. C'est cela la troisième leçon. Tu peux traverser ce que tu ressens, tu es plus grand que tes émotions. La quatrième leçon nous amène à parler du corps, parce que les émotions ne vivent pas seulement dans la tête, elles vivent dans le corps. Et si tu veux apprendre à les réguler, tu dois apprendre à écouter ton corps. Pense à la dernière fois où tu as eu peur. Où était la peur dans ton corps? Dans ta gorge peut-être, dans ton ventre, dans tes épaules qui se sont soulevées? Pense à la dernière fois où tu étais en colère. Sentais-tu une chaleur dans la poitrine, une tension dans les mâchoires, une envie de bouger, de frapper, de crier? Et la tristesse, cette lourdeur dans les membres, cette fatigue particulière, ce sentiment que tout est un peu plus difficile à porter? Les émotions ont une géographie corporelle. Les émotions ont une géographie corporelle. Elles s'inscrivent dans la chair et c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que tu peux les atteindre par le corps, pas seulement par la pensée. La respiration est l'outil le plus accessible, le plus puissant et pourtant le plus sous-estimé que nous ayons. Quand tu es sous le coup d'une émotion intense, ton système nerveux sympathique est activé. Ton rythme cardiaque accélère, car ta respiration devient courte et rapide. Ton corps se prépare à l'action. Et la seule chose que tu puisses faire consciemment pour envoyer un signal de calme à ton cerveau, c'est de modifier ta respiration. Il existe une technique très simple que j'enseigne souvent. Elle s'appelle la respiration 4 juillet, moins 8. Tu inspiras pendant 4 secondes, tu retiens ta respiration pendant 7 secondes et tu expirais lentement pendant 8 secondes. Cette expiration longue active le système nerveux parasympathique, celui qui dit à ton corps, le danger est passé, tu peux te détendre. Euh, Quelques cycles suffisent souvent à réduire significativement l'intensité d'une émotion, mais au-delà des techniques, ce que je veux t'inviter à développer, c'est une écoute corporelle régulière. Pas seulement en situation de crise, mais au quotidien. Prendre le temps plusieurs fois par jour de faire un petit scan de son corps. Où est la tension? Où est la légèreté? Qu'est-ce que mon corps essaye de me dire en ce moment? Le corps ne ment jamais. Il sait souvent avant la tête ce qui se passe vraiment, et apprendre à l'écouter, c'est développer une forme d'intelligence émotionnelle très profonde. Si ce contenu résonne avec toi, je t'encourage à t'abonner et à le partager. Ces réflexions méritent d'être partagées avec ceux qui en ont besoin. La cinquième leçon porte sur quelque chose que j'appelle le piège des pensées automatiques.
Parce que nos émotions ne naissent pas dans le vide. Elles naissent en grande partie de nos pensées. Et nos pensées, souvent, ne sont pas aussi objectives qu'on le croit. Aaron Beck, le père de la thérapie cognitive, a mis en évidence ce qu'il appelait les distorsions cognitives. Ce sont des façons automatiques, habituelles, de percevoir et d'interpréter la réalité qui ne correspondent pas toujours à la réalité elle-même. Et ces distorsions génèrent des émotions négatives disproportionnées. Laisse-moi te donner quelques exemples très concrets parce que je suis sûr que tu vas te reconnaître dans certains d'entre eux. La première distorsion, c'est la pensée tout ou rien. C'est quand tu te dis, si je ne réussis pas parfaitement, c'est un échec total. Si cette relation ne se passe pas exactement comme je le veux, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de milieu, pas de nuance, pas de zone grise, tout est blanc ou noir. Et bien sûr, la réalité, elle, est presque toujours dans les nuances de gris. La deuxième distorsion, c'est la catastrophisation. C'est la catastrophisation. C'est quand tu prends un événement négatif et tu l'amplifies jusqu'à son pire scénario possible. Mon chef m'a fait une remarque, donc je vais perdre mon emploi, donc je ne retrouverai jamais de travail, donc je vais me retrouver à la rue. En quelques secondes, ton cerveau a parcouru un chemin vertigineux et tu te retrouves à angoisser pour quelque chose qui n'est peut-être qu'une remarque anodine. La troisième distorsion, c'est la lecture de pensée. C'est quand tu es convaincu de savoir ce que les autres pensent de toi sans qu'ils t'aient rien dit. Il ne m'a pas répondu au message, donc il est en colère contre moi. Elle n'a pas souri, donc elle me juge. Nous inventons des histoires sur les intentions des autres et nous réagissons à ces histoires comme si elles étaient réelles. Et la quatrième, que je trouve particulièrement importante, c'est la personnalisation. C'est quand tu assumes la responsabilité de tout ce qui va mal autour de toi. Mes enfants sont tristes, c'est ma faute, mon ami est de mauvaise humeur, j'ai dû faire quelque chose. L'ambiance au bureau est tendue, c'est à cause de moi. Tu te places au centre de tout et tu portes un poids que tu n'as pas à porter. Ces distorsions ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des habitudes mentales que le cerveau a développées, souvent dans l'enfance, comme des raccourcis pour interpréter le monde rapidement. Le problème, c'est que ces raccourcis ne sont plus adaptés à ta vie d'adulte et ils te coûtent énormément d'énergie émotionnelle. La pratique que je te propose ici, c'est ce qu'on appelle la restructuration cognitive. Et elle commence par une question très simple. Est-ce que cette pensée est vraiment vraie? Pas est-ce qu'elle me semble vraie, mais est-ce qu'elle est vraiment vraie? Quelles sont les preuves? Quelles seraient les preuves du contraire? Quelle serait une façon plus nuancée, plus réaliste de voir cette situation? Ce n'est pas une pratique magique. Elle demande de la répétition, de la patience, mais avec le temps, elle peut littéralement recabler ta façon de percevoir le monde. Et quand ta perception change, tes émotions changent avec elle. La sixième leçon nous amène à parler de quelque chose d'essentiel, la régulation émotionnelle dans les relations, parce que c'est souvent là que tout se complique. Nous pouvons être relativement calmes, seuls, mais dès que nous entrons en relation avec les autres, les émotions s'enflamment. Et cela est particulièrement vrai dans les relations intimes, celles où nous sommes les plus vulnérables. Il y a un concept en psychologie de l'attachement qui m'a toujours beaucoup touché. C'est l'idée que notre façon de gérer les émotions dans les relations adultes est profondément influencée par nos premières expériences d'attachement. La façon dont nos parents ou nos figures d'attachement ont répondu à nos émotions quand nous étions enfants a créé une sorte de modèle interne, un script inconscient sur ce que les émotions signifient dans une relation, sur ce qu'on peut ou ne peut pas montrer, sur ce qui est sûr ou dangereux d'exprimer. Si tu as grandi dans un environnement où exprimer ta tristesse était ignoré ou moqué, tu as peut-être appris à la cacher. Si tu as grandi dans un environnement où la colère était explosive et imprévisible, tu as peut-être appris à marcher sur des œufs, à anticiper les humeurs des autres, à te mettre en retrait. Si tu as grandi dans un environnement où
l'amour était conditionnel, tu as peut-être appris à performer, à être parfait pour mériter d'être aimé. Ces apprentissages sont profonds, ils ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais ils peuvent être compris et progressivement modifiés. Ce que je veux te dire, c'est que tes réactions émotionnelles dans les relations ne sont pas seulement des réactions au présent. Elles sont aussi souvent des réponses à ton histoire. Et comprendre cela peut transformer la façon dont tu vis tes relations. Parce que tu commences à voir que ce n'est pas toujours l'autre qui te blesse, c'est parfois une ancienne blessure qui se réveille à travers l'autre. Il y a une pratique que j'appelle la pause relationnelle. Quand tu sens qu'une conversation commence à t'emporter, quand tu sens la chaleur monter, les mots qui se bousculent, la tête qui s'emballe, prends une pause, littéralement, dis à l'autre j'ai besoin d'un moment et retire-toi pendant quelques minutes, non pas pour fuir la conversation, mais pour revenir à toi-même avant de continuer. Pour laisser ton cerveau rationnel reprendre la main sur ton cerveau émotionnel, cette simple pratique peut éviter des centaines de mots dits dans la chaleur du moment, des mots qu'on regrette ensuite, des mots qui laissent des traces. Si ces réflexions t'accompagnent, pense à laisser un like et à t'abonner. Chaque geste compte pour permettre à ce contenu d'atteindre ceux qui en ont besoin. La septième leçon porte sur quelque chose que je considère comme l'un des piliers de la santé émotionnelle, la compassion envers soi-même. Et je sais que pour certains, ces mots peuvent sembler un peu abstraits, un peu trop doux, peut-être même un peu naïfs. Alors laisse-moi t'expliquer ce que je veux vraiment dire. La compassion envers soi-même, ce n'est pas se dire que tout va bien quand tout ne va pas. Ce n'est pas se congratuler en permanence. Ce n'est pas l'arrogance déguisée. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus courageux. C'est la capacité de se traiter avec la même bienveillance qu'on offrirait à un ami proche qui souffre. Imagine un ami qui vient te voir. Il est effondré. Il vient de faire une erreur au travail. Il a blessé quelqu'un qu'il aime. Il se sent nul, incompétent, indigne. Qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu lui dirais: tu as raison, tu es vraiment nul, tu aurais dû faire mieux, tu n'es pas à la hauteur? Bien sûr que non. Tu lui dirais probablement: je comprends que tu souffres. Tu as fait une erreur, comme tout le monde. Ça ne définit pas qui tu es. Tu peux apprendre de ça et avancer. Maintenant, pose-toi cette question: est-ce que tu te parles à toi-même avec cette même bienveillance? Ou est-ce que ta voix intérieure ressemble davantage à un juge impitoyable qui ne rate jamais l'occasion de te rappeler tes défauts? Pour la plupart d'entre nous, la réponse est difficile à admettre. Nous sommes souvent bien plus durs avec nous-mêmes qu'avec n'importe qui d'autre. Et cette dureté, cette autocritique constante est une source majeure de souffrance émotionnelle. Christine Neff, chercheuse en psychologie à l'Université du Texas, a consacré sa carrière à étudier la compassion envers soi-même. Et ses recherches montrent quelque chose de remarquable. Les personnes qui pratiquent l'autocompassion ne sont pas plus complaisantes, pas moins motivées, pas moins capables de s'améliorer. Au contraire, elles sont plus résilientes face aux échecs, plus capables de prendre des risques, plus ouvertes à l'apprentissage. Parce qu'elles n'ont pas peur de se tromper, elles savent qu'elles pourront se traiter avec douceur si elles échouent. La pratique que je te propose ici est très simple. La prochaine fois que tu te surprends à te critiquer durement, à te dire que tu es stupide, que tu es trop sensible, que tu n'aurais pas dû, pose-toi cette question: est-ce que je dirais ça à quelqu'un que j'aime? Et si la réponse est non, alors réformule, cherche une façon de te parler qui soit à la fois honnête et bienveillante, pas complaisante. Bienveillante, c'est un entraînement, une pratique quotidienne, et comme tout entraînement, il demande de la régularité et de la patience. Mais avec le temps, cette voix intérieure peut changer. Et quand elle change, tout change avec elle. La huitième et dernière leçon est peut-être la plus belle. Elle porte sur ce que j'appelle la culture de la présence, ou, pour utiliser un terme que tu connais peut-être déjà, la pleine conscience. Je veux t'en parler non pas comme d'une technique à la mode, non pas comme d'une pratique ésotérique, mais comme de quelque chose de profondément humain, de quelque chose que nous faisons
tous naturellement parfois et que nous pouvons apprendre à faire plus souvent. Tu sais ce moment où tu es complètement absorbé par quelque chose, où le temps semble s'arrêter. Peut-être en écoutant de la musique, en marchant dans la nature, en jouant avec un enfant, en cuisinant quelque chose que tu aimes. Dans ces moments-là, tu n'es pas dans le passé, tu n'es pas dans le futur. Tu es là, entièrement présent à ce qui se passe, et dans cet espace de présence, les émotions négatives ont moins de prise. Parce que les émotions négatives se nourrissent presque toujours de ruminations sur le passé ou d'anticipation anxieuse du futur. La pleine conscience, c'est l'art de cultiver cet état de présence intentionnellement, non pas en attendant qu'il arrive par accident, mais en le choisissant délibérément, régulièrement. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, cela ne demande pas des heures de méditation. Cela peut commencer par 5 minutes par jour, 5 minutes où tu t'assieds, où tu fermes les yeux et où tu portes ton attention sur ta respiration, pas pour la contrôler, juste pour l'observer, l'air qui entre, l'air qui sort, la légère pause entre les deux, et quand ton esprit s'échappe, parce qu'il s'échappera, c'est inévitable, tu le ramènes doucement, sans te juger, avec la même patience qu'un jardinier qui replace une plante dans son pot. Cette pratique, répétée jour après jour, crée quelque chose d'extraordinaire dans le cerveau. Elle renforce les connexions entre le cortex préfrontal, le siège de la raison, et l'amygdale, le centre émotionnel. Elle augmente ce qu'on appelle l'espace entre le stimulus et la réponse. Cet espace, c'est ta liberté. C'est là que tu passes de réactif à responsable, de quelqu'un qui subit ses émotions à quelqu'un qui choisit comment y répondre. Victor Frankl, psychiatre autrichien et survivant des camps de concentration, a écrit quelque chose qui m'a profondément marqué. Il disait, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans notre réponse résidant notre croissance et notre liberté. Ces mots, écrits par un homme qui avait tout perdu, sauf sa vie intérieure, résonnent avec une force particulière, parce qu'ils nous rappellent que peu importe ce qui se passe autour de nous, nous avons toujours une forme de liberté intérieure, et la pleine conscience, c'est l'entraînement de cette liberté. Si ce contenu t'a accompagné jusqu'ici, je t'invite vraiment à t'abonner et à continuer ce chemin. Il y a encore tellement à explorer ensemble. Nous voilà maintenant à la fin de ce voyage. Et avant de nous séparer, je voudrais prendre le temps de récapituler ensemble ce que nous avons exploré, parce que ces 8 leçons forment un tout, une carte du territoire de ta vie émotionnelle. Nous avons commencé par comprendre ce que sont vraiment les émotions, ces signaux anciens, vitaux, qui parfois s'emballent parce qu'ils ne distinguent pas le danger réel du danger perçu. Et nous avons appris que comprendre cela, c'est déjà se libérer d'une partie de la honte que nous portons face à nos réactions. Nous avons ensuite parlé de l'importance de nommer ce que tu ressens. Parce que les mots ont un pouvoir régulateur. Parce qu'un contenant permet de tenir ce qui déborde. Et parce que développer ton vocabulaire émotionnel, c'est développer ta capacité à habiter ta vie intérieure avec plus de précision et de sérénité. Nous avons abordé la leçon peut-être la plus difficile, ce que tu fuis te contrôle, et que l'acceptation, non pas la résignation, mais la reconnaissance de ce qui est la clé pour commencer à dissoudre l'emprise des émotions douloureuses. Nous avons exploré le corps comme porte d'entrée vers la régulation émotionnelle. La respiration, l'écoute corporelle, cette géographie des émotions inscrite dans notre chair, et nous avons vu que le corps, c'est souvent avant la tête, ce qui se passe vraiment. Nous avons démêlé le piège des pensées automatiques, ces distorsions cognitives qui colorent notre perception de la réalité et génèrent des émotions disproportionnées. Et nous avons appris qu'en questionnant ces pensées, en les soumettant à l'épreuve de la réalité, nous pouvons progressivement recabler notre façon de voir le monde.
Nous avons parlé des relations, de l'attachement, de ces scripts inconscients qui nous font réagir au présent avec les blessures du passé, et nous avons vu que la pause relationnelle, ce simple geste de se retirer pour revenir à soi-même, peut changer profondément la qualité de nos échanges. Nous avons exploré la compassion envers soi-même, cette capacité à se traiter avec la même bienveillance qu'on offrirait à un ami aimé, non pas pour se complaire dans ses erreurs, mais pour avoir la force de les traverser et d'en apprendre. Et enfin, nous avons parlé de la pleine conscience, de cet espace entre le stimulus et la réponse où réside notre liberté, de cette pratique quotidienne qui, 5 minutes à la fois, peut transformer notre rapport à nos émotions et à notre vie. Ces 8 leçons ne sont pas des formules magiques. Elles ne vont pas tout résoudre du jour au lendemain. Elles sont des invitations, des portes que tu peux choisir d'ouvrir ou non, des pratiques qui demandent du temps, de la régularité et surtout de la bienveillance envers toi-même. Et je veux te dire quelque chose avant de conclure. Quelque chose que je dis souvent à mes patients et que je crois profondément. Le chemin de la maîtrise émotionnelle n'est pas un chemin qui mène vers moins de sensibilité. Ce n'est pas un chemin qui mène vers moins d'humanité. C'est un chemin qui mène vers plus de liberté. La liberté de ressentir sans être submergé, la liberté d'être touché sans être brisé, la liberté de vivre pleinement, avec toute la richesse de ta vie intérieure, sans en être prisonnier. Tu n'as pas à choisir entre être sensible et être fort. Tu peux être les deux, et en fait, la vraie force, la force durable, celle qui ne se brise pas, c'est souvent celle qui a appris à accueillir la vulnérabilité plutôt qu'à la combattre. Je pense souvent à cette image d'un arbre dans la tempête, un arbre rigide qui ne plie pas, qui résiste de toutes ses forces, finit par se briser. Mais un arbre qui a des racines profondes et des branches souples, qui sait plier sans se rompre, qui laisse le vent passer à travers lui, cet arbre survit à toutes les tempêtes. Et après la tempête, il est toujours là, peut-être un peu différent, peut-être un peu plus sage, mais toujours debout. C'est cette image que je te souhaite. Des racines profondes et des branches souples. La solidité de quelqu'un qui connaît ses émotions, qui sait les accueillir, et la souplesse de quelqu'un qui ne se bat plus contre lui-même. Le chemin est long, il est parfois difficile, mais il est toujours possible et tu n'as pas à le faire seul. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Vraiment, prendre 1 heure pour s'asseoir avec soi-même, pour écouter, pour réfléchir, c'est déjà un acte de courage. C'est déjà un premier pas sur ce chemin. Et chaque pas compte. Si ce contenu t'a été utile, je t'invite à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être un ami qui traverse une période difficile. Peut-être quelqu'un que tu aimes et qui lutte en silence. Ces réflexions peuvent faire une différence et ensemble, nous pouvons créer un espace où il est permis de ressentir, d'apprendre et de grandir. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi